Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 9 septembre 2023 et on va faire le tour de ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde, un petit peu partout. Alors franchement, c'était pas la semaine la plus sexy de l'année. On a eu beaucoup de chiffres macro, encore une fois, qu'on a dû digérer, qu'on a dû interpréter et puis qu'on a essayé d'utiliser pour savoir dans quelle direction on allait aller. Mais franchement, je pense que c'était une des semaines les plus vides de l'année, un peu à l'image des rues de la ville de Genève en ce moment, puisque tout le monde a fait le pont à cause du jeune Genevois. En plus, lundi dernier, c'était les bordels. Donc on avait une petite semaine, mais il faut quand même bien en parler, quand même faire un petit peu le tour. Il y a eu deux, trois petites news, rien de très extraordinaire. Mais on va revenir un petit peu sur la macro et un petit peu sur ce qui nous intéresse pour la suite des événements, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à se chauffer de manière assez conséquente, puisqu'on va s'approcher de la BCE, on va également s'approcher de la Fed très bientôt. Donc si vous pensiez qu'on allait s'échapper des histoires de macroéconomie, de réchauffement du marché ou de l'emploi, ou de refroidissement du marché de l'emploi, ou de maîtrise de l'inflation, si vous pensiez qu'on allait oublier ces sujets ces prochains temps, eh ben laissez tomber, parce qu'on va parler que de ça encore pas mal de temps. Donc ce qu'il faut retenir déjà la semaine dernière, c'est que la macro était toujours présente. Lundi, les Américains n'étaient pas là, mais on a beaucoup parlé des chiffres de l'emploi de la semaine dernière. Alors les chiffres de l'emploi avaient cette capacité d'avoir été pour le troisième mois consécutif en dessous des 200 000 créations d'emplois. C'est ce que l'on interprétait comme étant une bonne nouvelle, puisque ça voulait dire que le marché de l'emploi était en train de se calmer aux États-Unis, donc d'aller dans la direction de la Fed. Donc s'ils vont dans la direction de la Fed, ça veut dire que la Fed ne montera plus les taux. Ça, c'était un peu le début de semaine, la tendance de fond. On verra, on a vu durant la semaine que jeudi soir, eh bien, les chiffres du jobless claim, c'était l'inverse. Au contraire, là, on voit que l'emploi va très bien, que l'économie va bien et que les gens vont moins demander des indemnités chômage. Donc, du coup, il y avait un peu cette contrebalance. Et là, on s'est dit, ah, mais alors, si l'emploi va si bien que ça, la Fed va peut-être continuer à monter les taux. Bref, résultat, c'était 50-50. Et à la fin, on savait pas trop quoi en faire. Un peu à l'image, finalement, des performances de la semaine, puisque finalement, il s'est pas passé grand-chose sur les marchés net en termes de performance. On termine légèrement dans le rouge. C'est le mois de septembre, on est tous très prudents au début du mois de septembre en général. On a beaucoup parlé cette semaine, d'ailleurs j'ai fait une émission un jour où on a parlé pas pratiquement que de l'histoire de que se passe-t-il au mois de septembre. C'est quoi cette histoire de l'effet septembre? En gros c'est du pipeau parce qu'à la fin, un mois sur deux on est en hausse, si on prend chaque année. 50% du temps on est en hausse au mois de septembre et 50% du temps on est en baisse au mois de septembre. Le seul problème c'est que comme on a une mémoire sélective, eh bien on a tendance à se souvenir que des mois tout pourris, ce qui fait que l'image de marque du mois de septembre n'est jamais très bonne. En plus, on a cette possibilité pour les gros fund managers américains de prendre certains profits pour la fin du mois pour boucler leur année fiscale. Ça, c'est une question fiscale, justement. Et ce qui fait que souvent, en fin de mois de septembre, il y a des prises de profit qui vont dans cette direction-là. C'est clair que dans cette thématique, on a aussi eu Apple qui s'est fait secouer. Apple qui s'est fait secouer parce que les Chinois ont décidé d'interdire aux fonctionnaires d'utiliser leur téléphone au travail, les iPhones en particulier, parce que les serveurs d'Apple sont étrangers. Alors le titre s'est fait démonter, j'en ai reparlé aussi là-dessus, il n'y a pas de panique à avoir non plus, c'est plutôt à des niveaux relativement corrects, et puis c'est pas non plus des chiffres monstrueux pour Apple et ingérables sur le long terme, sans compter que la semaine prochaine, il y a le nouvel iPhone 15 qui va sortir, et ça pourrait là aussi créer un espèce, ce qu'ils appellent des mini super cycles, où finalement tout le monde va commencer à dire « Ouh, mais mon iPhone 13, il est vraiment trop vieux ». Il est urgent que j'ai dépensé 1500 balles pour acheter un nouvel iPhone. Autrement, ce qu'il faut retenir, c'est que la macro est toujours plutôt constructive, ça va plutôt pas mal, mais on voit quand même qu'il y a des signes de ralentissement au niveau de l'économie américaine. On l'a vu sur l'ISM aussi cette semaine. Donc on se dit quand même, ça ralentit justement. Aujourd'hui, entre chiffres de l'économie qui semblent ralentir et emploi qui semblent quand même tenir le coup, eh bien on a des perspectives sur les taux qui sont remontées un tout petit peu. C'est-à-dire que pour l'instant, on est plutôt convaincu que lors du prochain meeting de la Fed, on va rester en pause. Mais par contre, pour celui du mois de novembre, on est déjà en train de parier sur 42-43% de possibilité de voir monter les taux. Par contre, tout ça, il faudra voir au fur et à mesure des prochains chiffres qui vont sortir, parce que pour l'instant, on n'en sait rien du tout. On va encore avoir pas mal de chiffres économiques. On va aussi avoir effectivement la semaine prochaine l'intervention de la BCE jeudi prochain.
il est quasiment certain qu'ils vont monter les taux de toute manière. Donc tout le monde est un peu parti dans ce mood-là d'équilibrage, de savoir un peu où on va. Il est vrai aussi que durant la première partie du mois de septembre, souvent le retour aux sources, le retour au bureau, les gens reprennent leurs marques et font pas grand-chose. Et c'est en général dans la deuxième partie, donc plus ou moins au milieu de semaine prochaine, on aura atteint la moitié du mois de septembre où les gens pourraient éventuellement s'exciter et ils prendront peut-être conscience qu'ils sont vraiment revenus au bureau et que les vacances, bien, et c'est fini. On prendra note aussi que comme c'est le début du mois de septembre, on a eu pas mal de gourous qui sont passés à la télé ces derniers temps. Alors, on a eu du Grand Tam, on a eu du Seagal, on a eu du Roubini. Ce qui est assez intéressant à retenir, c'est qu'il y a quand même peu de gens qui sont arrivés en disant « Youhou, ça va cartonner, on va aller au plus haut de tous les temps avant la fin de l'année ». Ceux-ci ne sont pas venus pour l'instant. On a eu vraiment que des bearish, que des gars négatifs qui sont venus. Bon, alors Roubini, c'est pas un exploit. Le seul exploit de Roubini cette semaine, c'est qu'il n'était pas si bearish que ça, finalement. Il était même plutôt constructif, j'ai envie de dire, parce qu'il prévoyait seulement une baisse de 10%. Alors, une baisse de 10% d'ici la fin de l'année, bien sûr. Hein. Mais une baisse de 10% pour Roubini, c'est quasiment un marché qui monte. Hein. Donc, de toute façon, ça allait. Mais grosso modo, tout le monde est plutôt prudent sur ce qui pourrait se passer. Et autant, on va dire que début août, on était archi convaincu qu'on allait voir les plus hauts historiques sur le Nasdaq, sur le S&P à cause de l'intelligence artificielle. Eh ben, cette fois, c'est pas tout à fait le cas. Au contraire, on est plutôt en train de se dire qu'on n'est peut-être pas prêt de les revoir tout de suite, les plus hauts historiques, mais qu'on va peut-être se calmer un petit peu. C'est vrai qu'après, on aura au mois d'octobre, on va commencer à parler aussi de la saison du troisième trimestre, des résultats trimestriels. Donc ça nous mettra aussi un peu de vision. Aujourd'hui, tout le monde est très très négatif sur les chiffres trimestriels, enfin très très prudent plutôt sur les chiffres trimestriels, comme d'habitude, quoique on a quand même vu pas mal d'upgrade entre guillemets sur les attentes. Donc les attentes remontent un petit peu sur le S&P, sur les boîtes du S&P. Ça sera aussi un sujet, mais ce sera un sujet au début du mois d'octobre. Et puis il y a le pétrole. Alors le pétrole, comment vous dire, je sais que j'en parle tous les jours, donc je suis obligé de le placer parce que c'est un peu le bilan de la semaine. Mais le pétrole, effectivement, à cause des nouvelles coupes, enfin, l'annonce que les Saoudiens et les Russes vont conserver leur coupe de production jusqu'à la fin de l'année, eh bien, aujourd'hui, on est déjà un peu limite. Et en conservant ces coupes de production, ça devrait soutenir le prix du baril. Ça, c'est une certitude. Le baril, ça fait quand même plus ou moins 7-8 jours. Ça faisait une grosse semaine qui faisait que monter. Une fois que l'annonce est arrivée, c'était un petit peu sell the news. Hein. Les gens, ils ont vendu. Ce qui fait qu'à la fin, le pétrole s'en sortait relativement... Enfin, revenait un petit peu en fin de semaine. Mais on reste quand même extrêmement élevé. Hein. Vous avez certainement dû en voir les conséquences à la pompe parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où on voit que le plein est passé au-dessus des 2 francs le litre. Donc, ça commence aussi à se ressentir de ce côté-là. Il y a toujours un petit décalage hein, quand le baril y monte. L'essence monte un petit peu plus tard. Par contre, elle a beaucoup plus de peine à rebaisser quand le baril baisse. Ça, c'est notre histoire. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'attirer l'attention des investisseurs puisqu'ils se disent assez logiquement, oui, mais si le baril continue à monter comme ça, à un moment ou à un autre, il va forcément y avoir des conséquences sur l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, quand on passe les 90 sur le WTI, c'est déjà un petit peu tendu. Un prix de 100, que ce soit sur le Brent ou sur le WTI, vous allez commencer à voir arriver les headlines qui disent « Attention, récession ». Il est clair que, empiriquement, quand le baril passe en dessus des 100 $, on parle de récession inévitable parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ça va être trop dur à supporter pour le consommateur. On a très peu parlé du consommateur cette semaine. Mais c'est quelque chose qui reste quand même assez présent puisqu'on voit par rapport à tous les chiffres qu'on a eu au niveau des retailers récemment qu'il y a quand même une certaine tension au niveau du retail, au niveau du consommateur. Et si le pétrole continue à monter, ça risque d'être relativement compliqué. Et puis, on ne peut pas boucler la semaine sans parler du luxe parce que le luxe s'est fait démonter littéralement ces derniers jours. Alors ça, c'est l'effet Chine. J'ai pas encore parlé de la Chine aujourd'hui. Bon, la Chine, on sait tous que pour l'instant, ils sont en train un peu de cacher la merde au chat, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer tout azimut, comme l'histoire d'Apple, c'est un espèce d'écran de fumée. Ils sont en train d'essayer de dire, oui, mais là, ça va pas, mais comme ça, ils cachent un peu ce qui va pas chez eux. Alors, pour l'instant, ils ont sauvé les fesses de Country Garden, ce qui a aidé un petit peu le marché cette semaine. Ce qui a aussi montré, finalement, que la Chine était prête à venir aider le système. Mais pour l'instant, c'est pas monstre flagrant. On a l'impression que chaque fois, c'est des feux de paille. Ils viennent annoncer quelque chose, le marché remonte, puis le lendemain, ça baisse quand même. Et puis surtout, on est en train de prendre conscience du fait que le luxe, c'est pas aussi facile que ce qu'on attendait. Alors souvenez-vous aussi que si on fait abstraction de l'intelligence artificielle, le luxe,
a été un des gros moteurs de croissance de ce début d'année, puisqu'on s'est dit les Chinois rouvrent, youpi, ils vont commencer à consommer, sauf qu'ils ont ouvert, mais ils n'ont pas vraiment consommé comme prévu. Donc du coup, ça commence à se ressentir sur les performances du luxe. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, un peu plus loin dans l'aspect des titres de la semaine, au niveau de Richemont. Et puis, si on parle aussi petit détour, il y a un graphe que je voulais vous montrer qui est assez rigolo, c'est celui-là. Et celui-là, c'est le graphique de, comment dirais-je, chaque fois qu'une société prononce le mot intelligence artificielle dans sa communication, eh bien, en moyenne, on constate que le titre derrière montre grosso modo entre 4 et 5%. Et puis, si la société ne parle pas de ça, eh bien, c'est beaucoup moins frappant en termes de performance dans un marché haussier. Donc, on voit clairement, encore une fois, si on avait un doute que chaque fois qu'une boîte met le mot intelligence artificielle dans ses communications via la presse, eh bien, c'est hyper chaud patate parce que tout le monde trouve ça absolument génial. Bon, moi, c'est du connu et du reconnu, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de le constater. Donc aujourd'hui, quoi que vous fassiez dans votre société, quoi que vous vendiez, donc peu importe le secteur dans lequel vous êtes, n'oubliez jamais d'inclure quelque part votre intérêt pour l'intelligence artificielle, ça peut pas faire de mal. Du côté suisse, on notera que le chômage a été publié cette semaine aussi, et puis que le chômage pour l'instant il reste grosso modo à 2%, c'est plus ou moins là où on attendait, donc il n'y a rien de très très important à signaler de ce côté-là, ça se passe plutôt bien sur le marché suisse quand on compare à d'autres endroits dans le monde. Si on prend les performances de la semaine, vous voyez que le leader de la semaine, c'est le pétrole, même s'il s'est replié en fin de semaine. Et puis alors, sur le reste, eh bien, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de prises de profit sur la tech, puisque le semi-conductor index, le PHLX, le SOX, comme on l'appelle, a perdu 3,17%, le Nasdaq 1,93%. Ce qu'il faut retenir dans ces chiffres-là, c'est qu'effectivement, au milieu de semaine, on a eu peur pour la croissance, hein. On s'est dit, ouh là là, si on venait à monter les taux encore une fois, est-ce que ce serait pas forcément négatif? Donc ça a fait un petit peu peur. Plus c'est l'histoire d'Apple qui a mis une grosse pression sur le secteur technologique en général, ce qui explique un peu cela. Pour ce qui nous concerne en Suisse, la Suisse baisse de 1,14% sur la semaine. Vous verrez sur le graphique tout à l'heure que c'est juste limite coma et électrocardiogramme plat. Autrement, donc la majorité est en rouge, le pétrole est clairement en vert par rapport au reste. L'Angleterre est en hausse de 0,18%, mais en général, tout le monde s'en fout. Et le Bitcoin prend 0,02%. On sent que c'est devenu super volatile, ce genre d'asset. Dans les performances de la semaine en Suisse, on retiendra Partners Group, on va en reparler tout à l'heure, et puis Swiss Re qui prend 3,83% pour Swiss Re. Logitech qui grimpe un petit peu dans le sillage de certaines hausses technologiques, et puis le reste était aussi un peu déprimant. À noter UBS qui perd 2,82%. Techniquement, je l'avais déjà mentionné une fois dans un programme cette semaine, c'est plutôt un short à court terme sur l'UBS, même si sur le long terme, il faudrait plutôt être long, mais je pense que c'est monté beaucoup trop vite, beaucoup trop haut, et puis on parie sur beaucoup trop de choses positives par rapport à ce qui a été annoncé récemment, et puis Richemont qui perd 6,10%, j'y reviens dans quelques instants. Le SMI sur le point technique, alors, écoutez, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Vous voyez que c'est extrêmement comateux, hein. On voit que pour l'instant la Suisse ne fait strictement rien ou pas grand-chose, hein. Donc on a toujours ce support qui est tracé depuis un bon moment, qui passe par là vers les 10 800. Mais vous voyez que si on zoome vraiment sur la semaine, ah non, c'est pas le bon, c'est pas celui-ci. Mais si on regarde un petit peu sur la semaine, on voit quand même qu'on est venu, on n'a pas fait grand-chose, quoi. C'est juste un long effritage. On vient retester les bas du range et puis finalement on reste coincé. Alors ce qui est intéressant à observer et ce qu'il va falloir observer ces prochains temps, c'est notre tendance baissière dans laquelle nous sommes plus ou moins aujourd'hui. On arrive dans une zone où on va être coincé quelque part. Donc il va falloir sortir d'un côté ou de l'autre, hein. Et la grande question, ce sera de déterminer le sens de la sortie. Effectivement, dans cette zone-là, on va dire d'ici la fin du mois de septembre, je ne serais pas étonné que la Suisse sorte par un côté ou par un autre. Alors, quel côté, pile ou face, hein, quelquefois difficile à dire. On a un peu l'impression que ça veut pas pour l'instant. Il va falloir quelque chose qui soit un catalyse pour nous faire sortir à la hausse. Mais aujourd'hui, quand on voit la problématique des trois gros à l'intérieur du SMI, ça paraît quand même compliqué d'imaginer qu'un rush ou un bon rush ou une Novartis puisse tout d'un coup venir tirer le SMI à la hausse, sachant que l'UBS vient de faire une performance de dingue, même si elle ne pèse pas grand-chose dans le SMI. On ne voit pas comment ça pourrait être possible de sortir par la hausse, donc ça devient un petit peu angoissant sur le SMI pour ces prochains temps. Donc à surveiller, parce que je pense que d'ici fin septembre, on va avoir un mouvement un petit peu plus
majeur que ce qu'on a eu aujourd'hui, qui correspond encore à des volumes d'été sur l'indice suisse. Le CAC 40, ça se passe pas super bien. Alors le CAC 40, il est un peu perdu entre Total et LVMH, puisque Total va bien parce que le pétrole va bien, et LVMH va mal parce que pour l'instant on s'est rendu compte que c'est pas aussi rigolo que ce que l'on pensait, via rapport aux Chinois qui viennent pas forcément aussi rapidement que ça acheter des sacs à main. Oui, je suis désolé que mon histoire de sac à main, ça devient un petit peu obsessionnel, mais bon. Si vous regardez là aussi, on est en train gentiment de marquer une phase de consolidation sur le CAC 40, parce que depuis l'explosion du début d'année qu'on a vécu ici, dans cette zone, voilà, depuis 2023, vous voyez que cette hausse-là, depuis finalement avril, on n'a plus jamais réussi à taper les plus hauts historiques, et depuis, on est plutôt dans une phase descendante, on va dire. Donc cette zone latérale où il ne se passe pas grand-chose fait aussi que la moyenne mobile des 50 jours ici et des 200 jours là sont en train de se rapprocher. Si elle venait à se croiser ici, je vous laisse imaginer ce que ça donne comme tendance. Et c'est pas forcément très rassurant sur le CAC 40 pour l'instant parce qu'on n'y arrive plus. Et quand vous avez une LVMH qui pèse 15% à l'intérieur de l'indice, ça va être compliqué de repartir dans l'autre sens. La DAX, l'éternelle résistance, rien à dire, le DAX là aussi est en train de s'effriter gentiment, on a l'impression qu'on peut plus aller en avant, avec la BCE qui va monter les taux la semaine prochaine, c'est largement dans les prix, mais enfin, il faudra quand même faire attention à ce genre de choses. On a l'impression qu'on est aussi un peu au bout du rouleau sur le DAX là aussi. Les Américains, alors le S&P 500 a buté contre ces points-là que j'avais marqué avec cette espèce de tendance d'accélération. Donc on n'a pas réussi à re-rentrer dans cette phase d'ascension qu'on avait ici. Et on bute contre cette résistance là autour des 4500. Comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de monde qui est très négatif. Alors dans un premier temps, on peut imaginer revenir sur les 4375 sur le S&P 500. Et après, on verra un petit peu comment se comportera la suite. Et la clé sera bien évidemment le Nasdaq. Enfin, la techno en fait qui peut offrir la possibilité de rebondir. Pour l'instant, là aussi, vous voyez que on a fait un point haut ici, on a buté une fois, on n'a pas réussi à recasser. Et là, on est en train de dessiner gentiment une tendance baissière à très court terme. La tendance de fond est toujours présente. Donc, tant qu'on ne vient pas se caler ici et puis envisager le breakout, je pense qu'on est tranquille. Mais dans l'immédiat, on peut imaginer encore des replis pour rester dans cette tendance baissière qui est en train de se dessiner sur le Nasdaq. L'indicateur avancé, le SOX, alors lui, pareil, alors lui, il a fait des new highs un peu plus tard, puisque ça, c'était un peu les effets Nvidia, intelligence artificielle. Aujourd'hui, là aussi, depuis qu'on a fait ces points hauts dans le courant de l'été, on n'arrive plus vraiment, on n'arrive plus à remonter. Beaucoup de gens se posent des questions sur la suite de Nvidia. Alors, Nvidia, on va quand même le mettre pour le montrer, comme d'habitude. Voilà, Nvidia, tout le monde se dit oui, c'est génial, c'est la meilleure boîte du monde. Comme je le disais cette semaine, quasiment 100% des analystes sont bullish dessus. C'est jamais très très rassurant quand tout le monde est du même côté. Parce que le jour où ça commence à changer, c'est un peu l'avalanche. Donc attention, pas mal de personnes commencent à parler de survalorisation. Il est clair que Nvidia cartonne en ce moment parce qu'elle est dans une phase de croissance, mais le jour où on se rend compte que la croissance est en train de faire un peu un top, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la suite. Donc en gros, si on devait conclure ce point rapide, point technique, je pense qu'il faut se méfier et savoir raison garder sur les indices pour l'instant, parce que tout ça, pour l'instant, pointe quand même en direction d'une certaine fatigue de la part des grands indices mondiaux un peu partout dans le monde. Dans les titres de la semaine, on notera Partners Group qui a publié des excellents résultats cette semaine. C'est la bonne nouvelle de la semaine. Grosso modo, ils ont annoncé une progression des résultats assez spectaculaire, en hausse de 18,8% à 551 millions de francs suisses sur 6 mois. Et puis, ils ont annoncé qu'ils levaient également 320 millions de francs suisses sur 2 tranches de 5 à 10 ans. Vous voyez que Partners Group, depuis sa descente aux enfers d'il y a quelques temps, a bien récupéré le chemin. Là, on a fait une très belle phase de... Pardon, désolé. On a fait une très belle phase de consolidation sur les bas ici. Et pour l'instant, ça repart gentiment. On a quand même un signal d'achat ici sur la moyenne mobile 200 et 50 jours. Donc, on a une Golden Cross qui se dessine sur Partners Group. Et ça a l'air plutôt de bon augure.
Malgré, on a pricé beaucoup de mauvaises nouvelles et on est bien reparti. Et franchement, pour l'instant, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, savoir si on est en phase de consolidation ou si on est en phase de redémarrage, encore une fois, sur Partners Group. Autrement, il y a encore quelques résultats qui ont été publiés. Swiss Life a publié des bons chiffres. La raison principale, c'était surtout que, bon, c'était parfaitement dans les attentes des analystes, mais c'était surtout sur le fait qu'ils ont changé leur mode comptable et que ça paraissait un petit peu plus reluisant, mais néanmoins, ça a bien plu au marché. Sur le cas de Swiss Life cette semaine et également aussi on notera le bon comportement de Swiss Re dans le secteur des assurances. Je crois que les gens sont aussi en train de se repositionner sur des valeurs qui permettent aussi de toucher un peu de dividendes vu l'engouement qu'on a sur les marchés. Quand on voit là où on se traite sur le marché suisse, sur la globalité du SMI, on le voyait tout à l'heure, on a un peu l'impression que les gens sont en train de chercher 2-3 sociétés qui payent des dividendes, ce qui sont plutôt intéressants. Et en l'occurrence, les assurances sont des gros providers dans ce secteur-là. Là aussi, pas grand-chose à dire sur le graphique, mais on voit quand même que Swiss Life a un peu morflé ces derniers temps, sorti de son canal haussier, phase de consolidation. L'un dans l'autre, on a l'impression que ça repart quand même dans la bonne direction. On a de nouveau un canal haussier qui, comme par hasard, est plutôt dans la même tendance que l'autre, dans la même inclinaison que le précédent. Donc on essaie de rattraper un petit peu le retard. Si ça se passe bien, c'est un titre qui peut gentiment repartir pour aller rechercher les niveaux que l'on connaissait il y a quelques temps en arrière, c'est-à-dire au début du printemps, revenir sur les 600 balles. C'est pas quelque chose à complètement exclure sur Swiss Life après leurs résultats qui ont été bien pris par le marché. Là, vous avez la Swiss Re qui repart également. Donc la Swiss Re, alors le seul problème de Swiss Re, c'est qu'ils ont quand même marqué une vraie tendance baissière, qu'il y a quand même un signal aujourd'hui où on a le sentiment que là, on a croisé quand même dans une dead cross cette fois. Et donc, on peut quand même se dire qu'il y a quand même peut-être 2-3 risques de voir cette tendance baissière, pardon, c'est pas celle-ci que je voulais montrer, cette tendance baissière qui pourrait éventuellement se confirmer encore ces prochains temps. Vous voyez qu'on est quand même bien inscrit dedans. Alors, pour l'instant, c'est un rebond à l'intérieur d'une tendance baissière. Il va falloir quand même qu'on confirme quelque part à la hausse. Parlons un peu du luxe. Alors le luxe, cette semaine, on a eu le patron de Richemont qui a parlé cette semaine et qui a laissé entendre lors de l'Assemblée Générale que, grosso modo, c'était un petit peu moins facile que prévu, que finalement, on a beaucoup espéré en début d'année, et c'est pas aussi efficace que ça. Je reviens sur ce que j'expliquais sur les Chinois tout à l'heure. Ils sont pas venus en tant que ça en masse pour consommer des produits de luxe pour l'instant. Ça va, mais c'est pas l'euphorie non plus. Et donc, du coup, on voit quand même qu'aujourd'hui, le luxe est en train de payer l'enthousiasme qu'on a eu en début d'année. Alors, l'annonce et la déclaration du patron de Richemont, sans compter qu'il a ajouté aussi le fait qu'il commençait à sentir les effets de l'inflation. Alors ça, c'est le mot qu'il fallait pas dire. Et donc, ça a entraîné un peu tout le secteur à la casse la semaine dernière et on fait un tour rapide. Alors voilà, vous avez Richemont. Alors ça se passe de commentaires. La déclaration de l'Assemblée Générale n'a pas plu. Pour l'instant, c'est au revoir, salut, plus personne ne veut entendre parler du luxe. Nulle part. Vous voyez que le croisement ici, ça a plu à personne. Donc là, on se pose même pas de questions. Swatch s'en sort encore relativement bien par rapport au reste. On est toujours dans notre phase de consolidation latérale pour l'instant. Ils annoncent là un partenariat avec Blancpain pour faire une espèce de swatch en plastique, copie Blancpain comme ils avaient fait pour Omega. Donc ça, c'est plutôt bon, entre guillemets, pour l'instant. Donc là, ça ne lâche pas, mais quand même, c'est pas de l'euphorie non plus. Et puis alors ça, c'est assez rigolo parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, non, c'est la semaine dernière, j'avais tiré cette flèche un peu à l'arrache, en disant si vraiment on venait à casser ça, c'était pas beau, voilà, c'est cassé, on a envoyé le truc à la casse. Par hasard, j'ai vraiment chopé le bottom où il y avait le renversement. Alors, évidemment, je ne l'ai pas joué, mais c'était plutôt assez marrant de voir comment on a bien chopé ces niveaux-là. Et puis, donc, on a encore un potentiel de baisse à l'aise pour aller chercher les 675 sur LVMH. Ces prochains temps, c'est pas vraiment la tendance favorable. Et puis, vous voyez, Kering, même chose. Et Hermès qui s'en sort un peu moins mal. Alors là, par contre, quand vous voyez ce graphique sur Hermès, je suis terrorisé. Voilà, je suis terrorisé parce que j'ai l'impression que les autres, ils ont déjà pas mal morflé, mais leur Hermès, elle tient, mais elle tient quand même dans une espèce de configuration baissière, espèce de, pas dire un drapeau, mais ouais, un truc comme ça. Et franchement, la moyenne mobile des 200 jours ici, la tronche du graphique comme ça, j'ai un peu l'impression qu'elle est en train de glisser au bord de la falaise et puis qu'à un moment donné ça va faire poum et puis qu'il va y avoir une grosse journée de baisse sur Hermès. Je sais pas, ça fait partie de ces graphiques où je peux pas forcément expliquer pourquoi
ça devrait baisser, mais en tout cas, ça devrait baisser. Et puis alors, ce graphique-là, c'est Belimo. Belimo, ils ont été victimes la semaine dernière d'un downgrade massif de l'UBS. L'UBS qui a réitéré ses intentions de vente sur Belimo avec un target à 348 francs suisses. Alors le target 348 francs suisses, pour qu'on soit bien d'accord, ça nous ramène plutôt le titre dans cette direction ici. Et donc Belimo, la semaine dernière, s'est fait allumer ici, vous voyez, sur la journée de baisse. Alors bon, c'est pas tant pour parler beaucoup de Belimo, mais par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un problème qu'on risque d'avoir ces prochains temps avec l'UBS. C'est le fait que finalement, sur certaines valeurs suisses aujourd'hui, la recherche fondamentale, vous aurez plusieurs personnes qui la feront, bien sûr, mais vous aurez un gros player, c'est l'UBS. À savoir que quand l'UBS fera une recommandation d'achat ou de vente sur un titre qui est plutôt un titre local, donc moins couvert par les grandes banques étrangères, eh bien, ce sera juste le leader. On l'a déjà vécu à l'époque de Rush quand ils ont fait un downgrade massif. Quand toute la gestion d'UBS sort d'un même titre, vous ne pouvez rien faire. C'est un tsunami. Et donc, ça, c'est un problème qu'on va avoir avec cette nouvelle méga banque, The Bank. Et chaque fois qu'il y aura des recommandations de ce genre, ça pourra être très, très violent et avoir des conséquences assez dramatiques sur les titres concernés. On voit, alors, c'est 5,5% sur Belimo. Ils étaient déjà sur Cell, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais imaginez demain qu'ils viennent sur un Belimo, toujours dans quelques mois, et qu'ils disent nous, on est positif maintenant et on se met sur buy. Quand toute la gestion va venir acheter du Belimo, et vu les volumes qu'il y a sur ce type de valeur, ça risque d'être incroyablement violent dans n'importe quel sens. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir discuter ces prochains temps parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'équilibre sur le marché suisse de la recommandation fondamentale, plus aucun. Puisque finalement, ce n'est pas des petites boîtes à côté des petites boutiques qui vont faire des recommandations, qui vont pouvoir contrer ou équilibrer l'histoire. Aujourd'hui, quand vous avez l'UBS qui va parler sur un titre, eh bien, ce sera juste le tsunami. Donc, attention à ce genre de choses, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, et ce serait quand même assez intéressant que nos autorités s'intéressent un tout petit peu à ce genre de choses, parce que ce n'est pas négligeable en termes de comportement des marchés financiers. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde, grosso modo. Petite semaine relativement calme. On va repartir sur une nouvelle semaine avec beaucoup de choses qui vont nous tomber dessus. On va beaucoup parler de macro, beaucoup parler de taux d'intérêt et beaucoup parler de banque centrale, puisque d'ici les 2 prochaines semaines, on aura la BCE, la Fed et la BNS qui forcément vont nous changer le monde. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, un très beau samedi, un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, histoire qu'on passe enfin les 35 000 followers sur cette chaîne. Merci d'être là tout le temps, aussi souvent et aussi nombreux, et de plus en plus nombreux. Et puis je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très bon week-end à tous. Bye bye.